Première journée, première randonnée. Et quelle randonnée! Mes gros orteils s'en souviennent encore. Voici le programme. Départ tranquille par le télécabine de la Saulière. Au sommet, petit coup d'œil sur la vallée de Courchevel. Nous empruntons ensuite le chemin des Crêtes pour terminer par la descente vertigineuse du col de l'Aiguille du Fruit. Le soleil étant de la partie, c'est une randonnée qui se présente sous les meilleurs auspices. Et même si le chemin semble un peu chaotique, les protagonistes à cette grande aventure humaine semblent déterminés. Dans cet univers minéral d'un gris profond, on peut découvrir parfois au sortir d'un virage un espace d'un blanc scintillant, comme par exemple ici le glacier de Gebroula. À cette altitude, plus de 2500 mètres, la végétation est assez rare, à quelques exceptions près.
2 heures de marche ininterrompue dans un sentier pas toujours facile, serait peut-être temps de faire une petite pause. L'aiguille du fruit et son col du même nom. Nous ne le savions pas encore, mais la descente allait s'avérer être longue, très longue même. Pentue, très pentue même. Usante, très usante même, au point d'y sacrifier une paire de chaussures de montagne toute neuve. Et là, je vais vous dire, pas mécontent d'être arrivé dans la vallée qui mène au refuge du Saut. Même si près d'une heure de marche nous sera encore utile pour rejoindre Motaré pour déguster un bon diabolo menthe, bien frais, mais surtout bien mérité. Mondialement connu depuis 1968, date où se déroulèrent les JO d'hiver, Grenoble, située au bord de l'Isère, est la capitale du Dauphiné. La visite des vieux quartiers vous fera découvrir son passé historique. C'est aussi la ville qui vit naître Stendhal et Berlioz. Le téléphérique de Grenoble est un peu l'emblème de la ville. Avec ses capsules que l'on dirait spatiales, il est reconnaissable entre mille. C'est un passage obligé si l'on vient à Grenoble. Le téléphérique vous emmènera en quelques minutes, tout en enjambant l'Isère, à la Bastille, fort ancien qui défendait la ville au XIXe siècle, Grenoble étant une place forte militaire sur le front des Alpes. Du haut de la citadelle, le panorama sur la ville et les massifs de la Chartreuse et du Vercors est assez impressionnant.
Le système de défense à bastion semi-enterré est une particularité de ce fort. Entre Grenoble et Valence, un petit détour par les gorges de la Bourne. Ces gorges scindent en deux le massif du Vercors par une faille profonde. La route qui nous conduira de Villard-de-Lans à Pont-en-Royans a été taillée à même la falaise en 1872. C'est l'une des routes incontournables du Vercors. Site classé aux monuments historiques depuis 1946, Pont-en-Royans doit surtout sa réputation aux maisons suspendues au-dessus des berges de la Bourne qui traversent le village. Vestige d'une autre époque, les commodités d'antan. Et donc depuis l'avènement du tout à l'égout, Pont-en-Royans a su aménager les berges du torrent afin que de nombreux touristes viennent, tout en admirant le site, s'adonner aux joies des sports aquatiques. Je me baignerais pas là-dedans. Saute là, tu devrais pas être sauter. Marc, il n'y a pas de cailloux, c'est tranquille, mais non, ouais, mais bon. Là, oui. Situé sur la route qui mène au haut plateau du Vercors, à l'entrée de gorges profondes, seul point de passage pour pouvoir y accéder, Pont-en-Royans peut être, en été, le théâtre de bouchons routiers spectaculaires, comme il en existe peu dans ce genre de petit village. Pieds nus, à la limite, c'est de faire des liens là. L'eau étant ici un élément prépondérant, un musée de l'eau y a été construit. Plus de 4000 m² accueillent films et expositions permanentes ou temporaires traitant de l'eau sur la planète. Il abrite aussi la plus grande cave à eau du monde avec 900 marques différentes représentées, venues de tous les pays du monde. Tôt le matin, avant que le soleil ne soit encore trop haut dans le ciel,
C'est le moment idéal pour aller visiter l'autre attrait du village, la cité médiévale. Pour cela, il vous faudra de bonnes chaussures, un peu de souffle et aussi un poil de bonne volonté. C'est sur la décharge d'une ancienne usine d'un village nommé La Sonne que fut décidée en 1994 la réalisation d'un jardin qui devait rassembler plus de 18 000 plantes, arbres et arbustes venus de tous les continents. Seules des sources s'écoulaient au milieu des ronces et végétations diverses. Il aura fallu 400 tonnes